La première, podcast. La première, 11h midi le samedi, bientôt à table. avec Sophie Moons. Bonjour à tous, bienvenue à notre table du samedi. Au programme du jour, un chef triplement étoilé, un fromage de saison et une viande à nous faire devenir fou, la Pluma. Et puis Carlo aussi. Bonjour Carlo. Bonjour Sophie. Vous nous faites devenir fou? Je ne suis pas une viande à vous faire devenir fou, enfin ça dépend qui. Alors Carlo, notre chef du jour, un grand monsieur de la gastronomie française, 3 étoiles au compteur, vous imaginez. Une passion pour le partage du savoir et de toutes ces techniques pour travailler le bon produit. Notre homme du jour, Régis Marcon, que nous retrouverons depuis ses cuisines. On est en Haute-Loire, un endroit sublimissime, et il nous fera découvrir son nouvel opus dédié aux herbes sauvages. C'est passionnant. Un mois, un fromage, c'est notre nouveau rendez-vous gourmand et fromager de ce millésime 2016. Celui qui s'y collera, c'est Maître Julien Hazard, fromager affineur. Bonjour Julien. Bonjour Sophie, bonjour Carlo. Salut, Julien. Chaque mois, vous viendrez désormais nous retrouver, nous proposer une petite découverte fromagère. Aujourd'hui, focus sur Le Mont d'Or AOP. qui est bien de Mont d'Or, français ou suisse? Ah ben je vais expliquer Ah tout à l'heure. voilà, vous nous ferez découvrir tout ça, mais pour l'heure, Carlo, focus sur une viande qui fait fureur sur les assiettes des carnassiers du monde, la Pluma. Envie d'en savoir plus, c'est dans quelques secondes, mais je dois juste vous rappeler que vos réactions, vos questions sont évidemment les bienvenues via le site lapremière.be ou via notre page Facebook La Première, bientôt à table. Bientôt à table sur la première. La Pluma quoi? C'est quoi ça? Ah ben oui, mais vous savez, ici on aime le local et pour une fois je vous ramène du cochon ibère. Oui. Parce que quand on parle de la race des seigneurs du porc, quand ça devient une viande de luxe, nos regards se tournent vers l'Espagne. Même si, on le sait, on le dit, on les reçoit régulièrement dans cette émission, il y a de très bons porcs fermiers de par chez nous. Mais on va parler aussi bien des sûr. coupes. Bon, on rappelle juste une chose. En Espagne, les cochons sont bien entendu, il y a les cochons, ils sont espagnols, ils donnent les jambons espagnols, mais il y a deux grandes familles. Il y a la famille si on parle Serrano. des jambons, des serrano, c'est-à-dire de montagne, c'est des cochons en général classiques. C'est-à-dire C'est ce qu'on trouve chez nous aussi, voilà, les du c'est rock, le quoi. Ouais. cochon rose Mm. et sympathique qui vous regarde de son œil si gentil. Et vous avez les cochons ibériques. Donc si on reste toujours dans la famille des jambons, vous avez le jambon ibérico, il vient du cochon ibérico, c'est un cochon en général noir ou tacheté. Alors, on va pas faire l'histoire des jambons, c'est pas le moment. Mm. Évidemment, tous ces cochons qui sont propriétaires de au moins 2 jambons, qu'est-ce qu'on fait avec le reste? On fait de la bidoche, évidemment. On fait du salchichon et du chorizo. Mais et sinon, maintenant, il y a une J'aime tendance. bien l'accent. Salchichon et chorizo. Mais en fait, Allez. voilà. Ah bah oui, c'est le fromage On ici même. trouve, mais évidemment, mais ces animaux, il faut, tant qu'à faire de manger de la viande, il faut valoriser les carcasses. Et donc, on trouve aussi de plus en plus de par chez nous des découpes spécifiques de cochons ibériques qui sont tout à fait habituelles en Espagne et qu'on ne trouve pas forcément chez nous. Rappelons quand même que le porc ibérique, il y a une infinité de qualités différentes selon que ce brave porc était élevé en stabulation ou pas. Oui, alors là, justement, le top du top, c'est le beyota. Donc, Voilà. ce sont des porcs élevés et Ils sont nourris de promenés. glands. Ils sont en parfaite liberté. 1 hectare par cochon. Le recebo, là, on est à un mélange de farine et de glands. Et le cebo, c'est Ouais, alors, effectivement yes. le jambon dont on a souvent affaire en grande surface. C'est du porc industriel, quoi, nourri de Mais pas farine. si industriel, parce qu'il mange quand même il pas est trop quand mal. même en stabulation, quand même. Hein. Oui, mais c'est quand même une race noble et qui Oui. mange quand même des bonnes choses par rapport. Ouais, enfin, le cebo, c'est quand même de la stabulation, quoi. Il n'est Oui. pas en parfaite liberté, il mange pas des glands Enfin, comme on... il y a beaucoup pourrait- de porcs Non. fermiers qui sont en Bien stabulation chez nous aussi. Bien sûr. Et juste, il y a un détail, entre-temps, depuis la dernière fois, on avait parlé de ça dans Bientôt à table, le recebo légalement a disparu. Donc maintenant, on n'a plus que cebo et beyota, ce qui veut dire que il y a certains beyotas qui sont en fait des recebos, mais on va pas rentrer là-dedans parce que sinon, on va attraper très Alors, mal à la cette tête. Pluma, on va peut-être... Alors, il n'y a pas que la Pluma. Il y a vraiment, il y a trois grandes découpes espagnoles qui sont vraiment très typiques. Il y a le secreto, c'est le début de la poitrine, c'est toujours un peu secret, ces choses-là. Juste avant le lard, un peu la partie la moins grasse du lard, il y a la pressa. C'est l'avant du dos, ça c'est l'avant spiringue. Ouais. C'est un morceau très très gras. Et puis il y a cette fameuse Pluma. Je pense qu'on posera la question tout à l'heure à Régis Marcon. Je pense qu'il a sûrement un avis là-dessus. Ouais. Et donc, ça, c'est vraiment une pièce. La Pluma, alors que les deux premiers, on les trouve même en grande distribution. Chez nous, la Pluma, on va devoir la chercher chez des fournisseurs spécialisés. C'est une pièce triangulaire, un onglet, et c'est vraiment assez d'un fondant absolument incroyable. Et non seulement c'est bon, mais j'ai envie de dire que c'est de la viande de cochon éducative. Parce que, comme ce porc est à la mode, on va accepter en tant que consommateur, en tant
tant que gourmand ou que gourmand qui s'initie, on va accepter des choses qui nous feraient peur en temps normal. Normalement, quand on mange du porc, on va manger ça bien cuit parce que on dit toujours que la viande serait bien cuite. Mais là, comme c'est plus gras, c'est persillé, si on le cuit trop, on perd absolument tout. Il faut le manger rosé. Et surtout, on se rend compte d'autre chose, c'est qu'il n'y a pas besoin de mettre une sauce aux abricots avec ça. Parce que, aux abricots. Ou même un crochet Blackwell. C'est italien, ça? Bah ouais. Sauce aux abricots. Mais c'est bon! Ouais. C'est bon, mais c'est bon avec un rôti vitrifié à 240 Enfin, là, on a degrés. affaire à des morceaux Ça tellement se suffit par particuliers. lui-même. Vous prenez ça. Bon, ça. Alors, éventuellement, vous chauffez le four à 60 degrés pour le garder au chaud. Parce que c'est des morceaux pas très épais, que ce soit Secreto, Pluma. Et donc, vous le saisissez dessus-dessous après avoir salé, vous poivrez. Donc, on fait croûter légèrement. Oui, on fait croûter. Et puis, on laisse un petit peu reposer au four à 60 degrés. Ouais. On découpe éventuellement en lamelles et juste vraiment un filet d'huile d'olive, éventuellement deux petites aiguilles de romarin si vraiment on veut. Et c'est absolument tout. Vous faites quelques pommes de terre rôties au four avec ça. Quelques légumes racines là en ce moment, bien. Oui, rôtis, éventuellement, mais vraiment au plus simple, au mieux. Ouais. Une salade pour se rafraîchir un petit peu le palais, pour enlever tout ce gras. Et voilà. Mais je dois dire qu'aujourd'hui, en grande distribution, on voit de plus en plus souvent ce genre de produits. Voilà, sinon, on torturait votre boucher pour qu'il en ait. Oui, non, mais voilà. Je voulais en parler parce qu'on avait reçu pas mal de questions ces dernières semaines sur ce morceau de viande, Pluma. Beaucoup de personnes se posaient des questions sur cette qualité, sur ce dont on parlait. Voilà, je crois que vous avez fait Pluma. Le point. Plumon. Voilà, et sinon, n'oublions pas, Pluma, Secreto e Presa. Voilà, et chorizo. Chorizo. Voilà. Et plata au plomo. Non, ça c'est autre chose, c'est dans ça. Narcos. On va mettre une petite idée de recette, évidemment, sur le site lapremière.be. Martha High, Love Light, c'est tout de suite. Et juste après, nous retrouvons notre chef du jour, monsieur, c'est avec un grand M, Régis Marcon. Bientôt à table 11h midi sur la première. avec Sophie Moons. Voilà, Carlo, je vous le disais, nous prenons sans plus tarder la direction de Saint-Bonnet-le-Froid en Haute-Loire, où nous accueille très gentiment un très très grand chef, monsieur Régis Marcon, 3 étoiles au compteur. Bonjour, chef. Bonjour, chef. Bonjour à tous. Merci de nous accueillir. On vous a déjà reçu dans cette émission lors de la sortie de votre ouvrage sur les champignons, une émission qui a cartonné avec tous vos petits conseils. Vous nous aviez mis l'eau à la bouche. Vous rempilez cette fois-ci, Régis Marcon, avec un ouvrage merveilleusement bucolique. Ça s'appelle Herbes, 70 herbes potagères et sauvages, 130 recettes. Avant cela, je voudrais quand même que l'on revienne sur ce destin culinaire et familial incroyable. Donc vous êtes originaire de la Haute-Loire, Saint-Bonnet-le-Froid, une maman qui va reprendre le café du village. Et puis vous, c'est une carrière fracassante, hein. Brevet de maître de cuisine, 1 étoile au Michelin, lauréat du prix Tétinger, du prix Brillat-Savarin, lauréat du Bocuse d'Or, une 2e étoile, cuisinier de l'année, chevalier de la Légion d'honneur, et puis enfin une 3e étoile en 2005. On ne s'arrête jamais chez les Marcon. Je suis toujours un peu gêné quand on débite un peu tout ça. Non, ce qui est important, c'est qu'à mon âge, j'en ai encore complètement la passion de ce métier. Oui. Puis c'est comme vous le disiez à l'instant, c'est une aventure qui va au-delà de la cuisine et du restaurant. C'est un village en moyenne montagne, Massy central, et on a tous voulu, mes collègues et moi, le faire revivre, et c'est ça qui nous paraît le plus important. Alors on parlait il y a un instant, avant de vous avoir avec nous, de la Pluma pata negra, un morceau de viande fabuleux. Alors je sais que dans votre région, où vous élevez énormément de belles races de cochons, la Pluma, ça vous parle lorsque j'évoque ça ou pas? Oui, c'est un morceau de choix. Hein. Oui. En fait, la Pluma est située à la pointe de l'échine du porc. Et la typicité de cette viande, c'est qu'elle se rapproche un petit peu de celle du bœuf, ne serait-ce que par sa couleur, avec une certaine muscle, avec des fibres musculaires un peu grasses, ce qui fait que c'est une viande qui est très tendre, avec un goût assez particulier. Est-ce que rapproche du bœuf, comme je me demandais, est-ce que par chez vous, cette découpe qui est quand même typiquement espagnole, est-ce que certains la pratiquent, certains vont isoler ce morceau qui n'est pas dans la tradition bouchère française habituelle? Non, pas du tout. Pas du tout. En fait, nous, on a une tradition de découpe qui est tout à fait différente. C'est souvent des morceaux de porc qui sont traités en rôti. C'est presque, je dis pas dommage, mais c'est quand même un morceau de choix pour les grillades, le barbecue, à la poêle. Ça fond. Carlo nous en parlait. Quels sont les porcs que vous aimez travailler personnellement sur votre carte, chef? Alors nous, on a un porc qui était de race locale, mais paraît-il fort longtemps, qui est le Mangalisa. Oui. Ah oui. Qui est porc hongrois. On l'appelle le porc de laine d'ailleurs.
Quand on voit des animaux, d'ailleurs, c'est assez marrant, parce que on dirait des moutons. Vraiment, je retrouve, alors on est toujours un peu nostalgique, vous me direz, mais je retrouve toujours ce goût de cochon très particulier quand on dégustait les jambons notamment. Et là, vraiment, on a une viande très particulière. Et depuis d'ailleurs 2 ans, puisque nous avons maintenant 2 producteurs locaux, Oui. nous l'utilisons aussi dans les terrines et on voit une réelle différence. Magnifique. Au niveau gustatif. Alors aujourd'hui, vous travaillez de concert avec votre fils, Jacques Marcon. On peut vraiment parler d'une cuisine régionale, revisitée, qui privilégie les mets, les produits locaux. Parmi la tradition familiale, Régis Marcon, il y a toute cette culture de la cueillette des champignons et des herbes sauvages. Vous leur dédiez d'ailleurs un ouvrage. La cueillette, ça fait partie aussi de cette aventure de la cuisine? Oui, parce que en fait, c'est notre parcours, le parcours de beaucoup de cuisiniers. Je vais pas vous cacher que quand j'ai démarré ici, c'était pas ma principale préoccupation. On avait un petit restaurant avec mon épouse, on était affairés un peu de partout. Et puis après, on se pose la question, notre cuisine, lui donner un petit peu plus, je dis peut-être du sens, voire une ligne directrice. Et il s'avère que c'est presque les clients, c'est presque aussi notre entourage qui nous incite à découvrir les belles choses qu'on peut avoir dans la nature, ne serait-ce que les champignons, les herbes. Et puis après, alors ça devient vraiment plus qu'une passion de la cuisine, la découverte. On ne peut pas marcher sans avoir les yeux rivés au sol pour découvrir telle ou telle herbe. Et ça devient vraiment très intéressant parce qu'on en découvre chaque année, tous les jours. C'est presque infini, les herbes. Chef, est-ce que ça fait partie de la tradition locale? C'est-à-dire est-ce que les gens du cru allaient cueillir, outre les champignons, ça, je pense qu'effectivement, ça fait vraiment partie, mais est-ce que on allait chercher du plantain, de l'ail des ours, ce genre de choses dans les bois? Est-ce que c'est quelque chose qui est enraciné dans la tradition ou pas du tout? Alors, je ne vais pas vous cacher, ça se faisait, ça se fait toujours encore, mais que sur des herbes particulières, un peu comme le champignon en fait. D'accord. Le champignon, chez nous, il se ramassait le cèpe, la girole, 2-3 trempettes, etc. C'est tout. Après, quand on découvre le champignon, on s'aperçoit qu'il y en a d'autres espèces qui sont fort intéressantes, qu'on retrouve maintenant sur les marchés. C'est pareil pour les herbes. Je crois que la cueillette, elle était plus, quelques herbes un peu sauvages, les soupes ou aromatiques, mais ça se limitait quand même. Et c'était plus sur les herbes médicinales. Oui. Ah, il y a toujours une tradition ici très ancrée, puisque nous avons les boutiques d'herboristerie n'ont pas disparu. C'est ce qui explique qu'il y a encore en moyenne montagne une médecine de la nature, quoi. Alors maintenant, bien sûr, on s'y intéresse de plus en plus, et puis on s'aperçoit que il y a une quantité d'herbes qui sont hyper intéressantes, quoi. Que ce soit au niveau de la texture, les petites salades ou autres, que ce soit au niveau gustatif, bien entendu, voire aromatique, et on en redécouvre encore. Alors ces herbes aujourd'hui omniprésentes dans votre cuisine gastronomique, on est au mois d'octobre là, Régis Marcon, est-ce qu'il y a encore beaucoup d'herbes à aller découvrir dans nos forêts, dans nos champs? C'est plutôt une période un petit peu tristounette, non? Ou je me trompe peut-être justement? C'est vrai qu'il y a la meilleure période, c'est ce qu'on appelle l'époque de la Saint-Jean. La Saint-Jean, ça un caractère festif, etc. Donc la Saint-Jean, Carlo Vous m'avez bien eu, hein. J'aurais pas dû faire des... Il faut que vous nous aidiez, chef. Ça doit être à mon avis du côté du mois d'avril, quelque chose comme ça. Regarde comment début mai, mois d'avril, et c'est là que toutes les pousses commencent à sortir, voire sont déjà bien... Et la plupart des herbes comestibles ont l'avantage d'être tendres, c'est-à-dire qu'elles se dégustent telles quelles. Après, par la chaleur, pour... un peu plus de sécheresse, elles deviennent, notamment le plantain, notamment l'aquilée, deviennent un peu plus rêches, un peu plus amères. Elles ont un tout petit peu moins d'intérêt. Après, il y a toute une quantité d'herbes qui sont quand même intéressantes, mais je ne vous cacherai pas qu'après l'automne, beaucoup moins d'herbes, bien entendu. Beaucoup moins de fleurs aussi, parce que quand on parle d'herbes, on parle de fleurs, on parle de graines aussi. Automatiquement, la plante, elle évolue dans le temps. Et vous les conservez comment alors, ces jolies plantes et herbes du printemps? Si vous voulez en disposer toute l'année, on peut facilement les surgeler? Ça ne dénature pas leur qualité? Surgeler, c'est pas la meilleure façon. La plupart des herbes surgelées, on peut le dire, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Oui. Vous avez quelques herbes qui sont intéressantes à sécher, par contre. Vous avez l'exemple de la spérule, la reine des prés, par exemple, qui séchée a toujours ce goût si particulier qui peut aromatiser des sauces, des jus, voire des desserts. Donc on peut garder. Après, on peut le garder sous forme de préparation.
Vous avez des vinaigres d'herbes particulières, des huiles aussi aromatisées, bien entendu, voire des préparations pasteurisées, genre de pistou ou de pâte d'herbe, mais ça reste limité à ce niveau-là, quoi. Alors, on peut peut-être rebondir sur ces huiles aromatisées. Oui, mais justement, dans votre livre, j'ai beaucoup aimé toute la partie qui est consacrée aux huiles et au vinaigre, parce que ça donne des bons conseils, non seulement pour les produire, mais aussi pour les conserver, parce que, chef, j'imagine que vous ne me contredirez pas, mais il faut faire attention quand on fait des préparations même avec des produits végétaux, parce que la conservation peut être problématique et on peut avoir des soucis. Et on peut peut-être demander justement quels sont vos conseils, Régis Marcon, pour par exemple réaliser une petite huile à base de plantes. Prenons un grand classique, basilic par exemple. Alors chaque herbe est particulière aussi. Vous avez une astringence qui est plus ou moins poussée suivant les herbes. Des herbes qui ont un taux d'humidité un peu plus important que d'autres. Le procédé, on chauffe un tout petit peu avec l'huile dans le mix, marche plutôt bien. Ce serait le plus simple pour être adaptable à tout le monde. Nous, on nous procède autrement. On a un extracteur avec un vis sans fin qui permet d'avoir une extraction hyper lente, voire pan-agressive, ce qui permet à la plante de ne pas être chauffée et de garder à la fois sa couleur, son côté chlorophylle, mais aussi son parfum. Et après, on le mélange avec des huiles et là, on a vraiment le parfum particulier de la plante. J'avais une petite question. Il me semble, dans votre bouquin, que pour certaines herbes, vous les blanchissez pour les rafraîchir après dans l'eau froide. Dans quel cas on va procéder de la sorte? Je vais vous donner un exemple, ça va vous parler tout de suite. Vous voulez faire un petit pistou de basilic que vous allez servir le lendemain, par exemple, voire vous voulez le garder éventuellement au frigo. Vous allez blanchir, c'est-à-dire plonger 3 secondes, je dirais, les feuilles de basilic dans une eau bouillante, si possible légèrement salée. Vous refroidissez dans une eau glacée, voire une eau froide si vous n'avez pas les glaçons sur place. Et vous allez faire votre pistou avec ce basilic. Ça vous permettra d'avoir un basilic qui ne prendra pas ce côté grisâtre, il restera très vert. Alors, quand on sait que quand même à l'œil, c'est intéressant aussi d'avoir des préparations qui soient chatoyantes, surtout au niveau du vert. Voilà, vous avez un pistou qui va se garder 2 ou 3 jours de couleur très verte. Donc je vais retenir 3 choses déjà depuis quelques minutes. On peut donc sécher toutes ces herbes aromatiques. Pour les sécher, vous les faites comment? La plupart, Pas tout. Oui. Comment est-ce qu'on pourrait opérer pour sécher une... Qu'est-ce que vous séchez par exemple, vous alors je m'excuse, je reviens au livre parce que... c'est très bien. Il n'y a pas de généralité en fait. Vous avez des herbes qui n'ont pas d'intérêt à être séchées. C'est pourquoi j'ai réalisé des fiches spécifiques à chaque herbe. C'est-à-dire celle-ci, elle n'a pas d'intérêt, celle-ci, elle a d'intérêt, celle-ci, on va la sécher de telle façon, vous voyez. L'idéal, c'est le déshydratateur ou les faire sécher à l'ombre, dans période chaude, quoi. Tout simplement. Donc on pourrait en faire un petit bouquet, les laisser pendre, par exemple, dans une cave. Tout à fait. Voilà. Mais vous avez des herbes qui sont intéressantes que sèches. Par exemple, l'aspérule odorante n'a de l'intérêt que quand elle a commencé à sécher au bout de 3 ou 4 jours. Le séchage dans un four ménager à 60-70 degrés, ça marche, on est d'accord. Plus bas. Même plus bas encore, oui. Okay. Donc je retiens le séchage de ces plantes aromatiques, je retiens l'extracteur qui nous sera très utile si on veut récolter la quintessence, le jus de ces merveilleuses herbes, qu'on peut donc du coup congeler pour utiliser tout au long de l'année. Et 3e point... Mais congeler, le chef nous a dit que c'était pas terrible, hein. Oui, mais si on a le jus de ces plantes, on peut sous forme de jus, ça. un peu comme le champignon. Vous savez, le champignon surgelé à l'état pur, ça donne pas souvent d'excellents résultats. Par contre, un champignon cuisiné. Surgelé, bien colmaté avec operculé, on peut ressortir les champignons en plein hiver, ils sont délicieux. C'est pareil pour l'herbe, faire des coulis d'herbe. Là, déjà, il y a une pasteurisation qui a été faite, et vous les surgelez après, bien colmatés. Vous pouvez récupérer une petite purée de persil qui est excellente. Ceci dit, le persil, on en trouve un peu toute l'année quand même, mais c'est des herbes particulières, bien entendu. Et donc, on retiendra aussi l'opération de blanchiment de certaines herbes, notamment le basilic, pour garder une jolie couleur, notamment lors de la confection du pistou. Julien Hazard, vous êtes fromager affineur. Vous avez eu l'occasion, le grand honneur d'aller déguster à la table du chef 3 étoiles, Régis Marcon, et de Jacques, qui officie à ses côtés. Vous en gardez quoi comme souvenir ? Oh, mais c'est un magnifique souvenir déjà. L'endroit est magnifique, la région est magnifique. Et puis à table, ce sont des plats très très gourmands.
comme moi je les aime. Je me souviens d'un œuf avec un ragoût de lentilles. Oui, on est dans la région des lentilles vertes. Et ça m'avait tellement plu parce que c'est tellement simple sur le deuxième. produit, Ouais. mais ça avait tellement de goût. Et c'est ça qui est pour moi très important, c'est le rattachement avec la région également, comme le chef disait, le port d'Auvergne aussi qu'on a eu en service, magnifique, vraiment un très beau souvenir. Et puis c'est assez amusant parce que moi je suis aussi un grand fanat de ski de fond, et puis on avait un peu discuté de ski de fond avec le chef à table et de la tranche jurassienne que monsieur faisait toujours. Voilà. Alors dites-moi, on parle peut-être d'un produit tout à fait emblématique de votre région, Régis Marcon, les lentilles. Elles sont incontournables. Si on veut cuisiner un bon plat de lentilles, là c'est l'automne, on a un petit peu froid par moment, quelles sont les herbes aromatiques qu'on pourrait y intégrer pour rendre ce plat un petit peu plus original, dirons-nous? Alors vous savez, on restait très classique chez nous. Un ragoût de lentilles, c'est terminé par une pincée de persil. Or, la chance de voyager, de goûter d'autres lentilles, et notamment en Inde, on voit le côté épicé qui peut être intéressant avec les lentilles pour les relever, parce que c'est une fabuleuse légumineuse. Vous avez des estragons, bon là on sort des herbes que l'on connaît un peu dans la nature, mais l'estragon mexicain par exemple, la menthe coque, ce sont toutes ces herbes qui ont un côté un peu piquant. La sarriette, l'hysope, vous voyez, ce sont des... puis en même temps, ces herbes, elles ont un autre intérêt, elles ont cet intérêt gustatif, bien entendu, mais elles permettent d'avoir, je dirais, de digérer encore mieux les légumineuses, ceux qui ont des problèmes pour les digérer. La meilleure façon de digérer les légumineuses, c'est d'en manger souvent. Voilà, tout à fait. Petit détail quand même que je peux me permettre de dire, c'est on a tort quelquefois, souvent sur les lentilles, et j'étais le premier à le dire, de les cuire en direct. Le mieux, c'est de leur faire faire une pré-germination. Vous les faites tremper. Vous faites tremper aussi les lentilles. Quoi, 24 heures? Voilà, maintenant je le fais. Avant, je le faisais pas, et je trouve que c'est beaucoup mieux. On a une pré-germination, donc la plante s'est un peu réveillée avant d'être cuisinée. Oui, et donc vous faites tremper combien de temps, plus ou moins? Une nuit, tout simplement. Une nuit, et Comme puis les vous faites une cuisson. Comme les haricots. Votre truc, vous Alors, le la faites... cuisson est plus rapide, bien entendu. Bien sûr. Attention. Voilà, et donc là, vous pouvez aromatiser en fin de cuisson, j'imagine, avec quelques herbes bien fraîches, là, à ce moment-là. Voilà. Alors oui, ça c'est toute l'utilisation des herbes. Vous avez les herbes qui s'ajoutent pendant la cuisson. Là, généralement, on connaît les classiques, thym, laurier, voire d'autres herbes, serpolet. Mais vous avez des herbes qui s'utilisent au dernier moment, parce que c'est là que le parfum explose vraiment en bouche et dans la préparation. Alors, on est aussi en pleine période des champignons. Bon, alors imaginons une petite poêlée de champignons à l'ail. Quelle serait la petite touche finale en matière d'herbes qu'on pourrait intégrer à ces champignons? Il y a le classique persil plat, mais il y a d'autres choses, j'imagine. Oui, bien sûr. L'idéal, c'est, je parlais du thym ou du serpolet, c'est souvent dans les poêlés, les mettre au dernier moment. Ouais. En même temps, il faut faire très attention avec les herbes parce qu'elle peut aussi être un peu plus forte que le champignon. Donc, c'est plus dans la quantité d'herbes que l'on rajoute qui fait la finesse du plat. Exemple type, vous parliez du persil, mais ça peut être aussi, moi je me permets quelquefois sur certains lactaires de rajouter des coriandres, par exemple. Ça peut être intéressant. De la sarriette, de la cistre aussi. La cistre, qui est un fenouil sauvage chez nous, qui va très bien avec certaines amanites. Voilà, on a tout un panel qui peut être intéressant à ce niveau-là. C'est vrai que Carlo, on reste souvent sur les grands classiques en matière de poêlée de champignons, mettre un peu de coriandre, pourquoi pas. Oui, pas sur les cèpes, mais non. C'est vrai que le champignon, parfois, c'est tellement bon qu'effectivement, on doit l'accompagner et surtout vraiment respecter les règles de cuisson du champignon, c'est tellement important. Moi, je voudrais faire réagir notre fromager affineur Julien Hazard. On vend souvent des fromages aux fines herbes chez les fromagers ou en grande distribution. Vous en pensez quoi? Moi, je suis pas un grand fan de fromage avec les herbes. Souvent, ça masque trop le côté laiteux du fromage. On fait surtout ça sur les fromages de chèvre qui ont quand même une certaine fraîcheur, une certaine acidité. C'est vrai que là, certaines herbes peuvent être bonnes, comme la ciboulette, mais j'ai plus difficile avec des herbes comme le basilic et tout ça qui sont déjà très très goûtus. Et puis avec le fromage, moi je préfère le goût pur. Donc
voilà, c'est pas mon accord préféré, mais je comprends qu'en été, quand il fait beau, ça peut goûter aux gens. Moi, je trouve qu'un petit morceau de chèvre avec un petit peu de ciboulette ciselée, mais fait maison, un petit chèvre frais, ça peut être bon. Vous en pensez quoi, Régis Marcon, notre chef du jour, je le rappelle, 3 étoiles. Non, mais vous parliez de ciboulette à l'instant, c'est vrai qu'avec le chèvre, c'est très intéressant, surtout au printemps. Mais l'idéal, c'est les fleurs de ciboulette, là, parce que vous avez un parfum qui est un petit peu moins intense. Ouais. Puis, bon, je crois que c'est comme tout, on aime bien le côté aussi coloré, qui peut amener une petite fleur, bien entendu. La ciboulette que certains appellent les appétits. Je ne sais pas comment ça se dit chez vous. Alors les appétits, les appétits, c'est plutôt ma grand-mère disait les appétits. Voilà. Oui. Et nous avons une spécialité. Nous, on n'utilise pas des fleurs de ciboulette, mais de la fleur de fenouil sur du chèvre frais. Et donc, on a ce côté très légèrement anisé qui est très très intéressant, justement avec cette acidité du fromage de chèvre frais qui. Ça, c'est très bon. Je suis d'accord. Alors, dans ce livre Herbes par vous, Régis Marcon, vous distillez une foule de petites astuces pour utiliser toutes ces herbes tout au long des saisons. Il y a par exemple un petit truc très sympa, c'est la friture d'herbes. Et là, vous prenez le cas de la sauge, par exemple. De sauge. Et quoi, vous faites des petites chips de sauge. Nos amis italiens ne démentiront pas. Ce sont des grands moments dans les apéritifs en Italie où on croque les sauges frites. C'est délicieux, bon, c'est sûr. Donc vous trempez simplement l'herbe dans du lait entier, vous les passez dans de la farine et vous faites frire tout simplement. Une petite pellicule qui permet de souffler légèrement, un peu comme des tempuras, pour avoir une bonne petite sauge bien fraîche aussi. Ça, c'est important. Et en Provence, on disait que celui qui a de la sauge dans son jardin n'a pas besoin du médecin. C'est vrai. Ah oui. Voilà. Mais on la sauge, toujours sur le côté médicinal. La sauge, on peut l'utiliser comment, chef? Quelles sont les associations qui marchent bien avec la sauge en général, en matière de viande? C'est une herbe un peu particulière, comme je vous disais tout à l'heure, chaque herbe est un peu particulière, mais souvent quand vous la glissez dans un jus, dès l'ébullition, il faut retirer tout de suite la sauge, parce que vous avez juste le parfum particulier de la sauge. Ouais. Si vous la laissez encore un peu plus, vous avez un mauvais parfum de sauge. Ouais. Vous voyez? Donc c'est une herbe un peu fugitive. Et la sauge, c'est très intéressante, surtout dans les farces. Et c'est la meilleure volaille, notamment. Ouais. Oui, sinon, un grand classique, Carlo, c'est l'escalope à la sauge. C'est une association qui marche très très bien. En tout cas, les Italiens adorent la sauge avec le veau, que ce soit le rôti ou effectivement l'escalope. On oublie souvent que le saltimbocca, ce n'est que de la sauge et du jambon de Parme et rien d'autre. Mais effectivement, il faut veiller à ne pas réveiller ce mauvais goût de sauge qui devient un petit peu amer quand on la force un petit peu trop. Mais sinon, dans le jus de veau avec du beurre, c'est merveilleux. Et puisqu'on parlait de pâtes il y a un instant, chef, vous distillez une recette de pâtes faites maison aux herbes. Donc là, vous travaillez votre pâte. Bon, là, on peut mettre une recette évidemment sur le site lapremière.be, mais vous incorporez une mixture en fait d'herbes aromatiques. Oui, c'est un peu la cuisine qu'on retrouve en Italie. C'est une cuisine un petit peu instantanée. C'est d'avoir simplement un petit pilon et vous allez écraser les herbes. Ça, c'est un peu l'astuce maison. Vous prenez quelques herbes du jardin qui vous paraissent intéressantes, pas trop fortes non plus. Et dans votre pilon, vous allez les écraser. Vous mettez un tout petit peu d'eau de cuisson des herbes. Ça vous fait une petite bouillie. Vous remettez tout ça avec les pâtes. Et vous travaillez donc la pâte avec cette mixture d'herbes aromatiques. Ça peut être magnifique. Ça change des épinards. Bah oui, mais c'est dans la lasagne. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. C'est tellement clair et en fait, on n'y pense pas forcément. Et là, il y a par exemple une pâte à ravioles imprimée. Là, vous travaillez la pâte, vous l'aplatissez et vous disséminez ici et là des petites feuilles de persil plat ou de basilic et vous refermez la pâte. C'est magnifique. Sophie, souvenez-vous, nous recevions il y a quelques semaines Alex Joseph, le chef du Rouge Tomate, qui pratique ce genre de choses dans notre capitale également. Avant de se quitter, Régis Marcon, moi je voudrais que vous nous donniez un bon conseil pour un beurre monté aux herbes. Là, bien de saison, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Écoutez, dans toutes les sauces, on sait qu'il faut essayer d'équilibrer, d'amener une certaine acidité, une certaine souplesse en même temps. Le beurre blanc reste cette sauce intéressante à réaliser tout simplement parce qu'elle est tellement simple, elle accompagne tellement bien les poissons. Vous mettez un mélange autant pour temps de vinaigre un peu doux. Si vous avez un vinaigre de cidre, ça peut être le bienvenu. Un vin blanc sec avec quelques échalotes qui vont amener un peu d'acroté. Vous le faites réduire presque à sec et vous allez soit rajouter de l'eau, soit une lichette de crème et vous allez ajouter vos herbes au tout dernier moment, hachées voire ciselées.
pour, si vous voulez, avoir un petit peu la texture de l'herbe. Et là, l'herbe va exploser dans ce mélange. C'est un beurre blanc aux herbes, tout simplement. Alors, et on ajoute le beurre avec les herbes. Non, voilà, d'abord le beurre sur la réduction, hein. C'est ça, chef. Donc on a la réduction, le beurre, et puis ensuite la crème. On est d'accord ? Voilà. Et puis les herbes à la fin. Voilà, tout à fait. Là, vous avez vraiment la fraîcheur. Sinon, vous pouvez faire plus simple, hein. Vin blanc, vinaigre, échalote. Dès que c'est réduit, vous mettez un tout petit peu d'eau et vous montez au beurre avec les herbes. Ouh, j'ai faim. C'est le normal. Le beurre blanc, c'est la sauce quand même inratable. C'est tellement bon et parfois un peu oublié chez nous. Et qui fait partie des incontournables. C'est la simplicité même, mais en même temps, ça relève tellement bien les herbes elles-mêmes que c'est intéressant. Voilà, en tous les cas, je ne peux que renvoyer nos auditeurs à votre ouvrage. Une encyclopédie. Oui, c'est une encyclopédie et je veux dire, les recettes sont très élaborées. C'est pas forcément... Oui, mais il y a tout sur les herbes. Mais voilà, on a surtout les bons conseils pour les gestes de base de toutes ces herbes. Mais alors là, je suis tombée sur un velouté de potimarron, la feuille de coriandre, une fricassée de grenouilles, mousseron relevé à l'ail. Le jour où vous faites des grenouilles, je veux être là quand même, Sophie. Magnifique. Vous savez ce que je vais faire, chef ? Je quitte l'émission et je vous rejoins tout de suite. Merci. Voilà, Régis, vous revenez quand vous voulez. La prochaine fois, j'espère que ce sera à Bruxelles. Ah oui, ça, on est bien vous accueillir chez nous. J'aime beaucoup votre ville, en tout cas. Ah bah écoutez, on aime en tout cas votre cuisine et nous n'hésiterons pas à y venir faire un petit tour, n'est-ce pas, Carlo ? Si vous m'invitez. Voilà, merci beaucoup, Régis, et très bon à nos amis belges. samedi à vous. Merci. Voilà, à suivre, Carlo. On va parler frometon avec Maître Julien Hazard. Aujourd'hui, un fromage de saison, le Mont d'Or. Ce sera juste après la pub. Retrouvez Bientôt à table, chaque samedi entre 11h et midi, en direct sur La Première et en podcast sur lapremière.de. Un mois, un fromage, c'est le nouveau rendez-vous de cette saison Bientôt à table 2016 avec Maître Julien Hazard. Ça va toujours, Julien ? Très très bien. Merci. Alors aujourd'hui, zoom sur un fromage bien de saison, Mont d'Or, suisse ou français. Nous verrons de quoi nous parlons. Quand on parle de saison, c'est vraiment, on est en plein dedans là en ce moment. Ça a commencé le 10 septembre et ça se terminera le 10 mai. Voilà. Alors peut-être un petit mot sur l'histoire de ce fromage qui a été imaginé par des fermiers. En manque de pâte de fromage, c'est ça ? Oui, donc on retrouve les premières traces de ce fromage au XVe siècle. Et donc il faut savoir que c'est vraiment un fromage qui est saisonnier. Et en fait... Donc on est sur le massif du Mont d'Or, c'est ça ? On est en Franche-Comté, dans le Haut-Doubs et sur le massif du Mont d'Or. D'accord. Près des sources du Doubs. Oui, faites votre malin, vous. Ah oui, un des endroits les plus froids de France. C'est vrai. Et donc, ce qu'il y a, c'est... Oui. J'aime la région, j'y peux rien. La saison est telle que le fromage a eu sa saisonnalité à cause de la météo. Dans cette région-là, qui était en fait une région productrice de grandes meules, le comté, quand l'automne arrivait, il commençait à faire froid. Et de les vaches rentraient dans les étables et donc la production de lait allait en diminuant et la collecte du lait allait justement, c'était toujours plus difficile de collecter le lait. Et donc les fermiers n'arrivant plus à apporter leur lait à la fruitière pour faire du comté, ont décidé de produire un fromage chez eux, un fromage fermier. Plus petit forcément. Beaucoup plus évidemment. petit. Et ils ont décidé de le faire à pâte molle et donc également dégoûter moins le caillé. Donc il restait encore beaucoup de petit lait dans le caillé, un fromage qui allait être beaucoup plus coulant et donc ils ont dû l'enfermer dans une boîte pour qu'il ne coule pas. La fameuse boîte en épicéa, c'est toujours en épicéa ? C'est toujours en épicéa. Et donc, typique pour la région, naturellement, l'épicéa, le bois de sapin. Dans tout le Jura, on retrouve des sapins. On l'appelle aussi le fromage de boîte dans la région. La deuxième grande particularité, c'est en fait le fait qu'il soit sanglé avec une sangle d'épicéa également. Et ça confère un goût particulier, ce contact au bois, j'imagine que on dit que oui, hein. On dit que oui, même si on le trouve pas. Hein. Ah, pour moi, ça donne véritablement, quand on a des bonnes productions ou des plus petits producteurs, ça donne vraiment des arômes fort boisés. Et on va retrouver des arômes boisés surtout sur les
petites boîtes et moins sur les grandes boîtes. Ah ouais, d'accord. Donc plutôt aller vers des petites boîtes. Pour le côté boisé, en tout cas, oui. Ouais. Mais quand même, la grande boîte, quand tu la poses au milieu de la table et que tu fais la bataille autour du Mont-d'Or. Oui, mais vous nous donnerez vos conseils pour le déguster, ce fameux Mont-d'Or. Mais alors, il y a quand même une grosse différence entre le Mont-d'Or français et le Mont-d'Or suisse. D'ailleurs, il ne s'appelle pas de la même manière. Non, donc il y a le Mont-d'Or AOP pour les Français. Ouais. Et les Suisses l'appellent le Vacherin Mont-d'Or AOP également. Donc il faut savoir que l'AOP ou l'AOC français a été créé en 1981. Ils ont eu l'AOP en 96. Les Suisses n'ont eu qu'en 2003. L'AOP du Mont-d'Or français est quand même fort strict. De un, c'est un fromage à pâte molle à croûte lavée. Mais au lait cru. Au lait cru de vache. Il n'y a que 2 races de vaches qu'on peut utiliser. Ce sont la Simmental et la Montbéliarde. Ouais. Et également, il faut 1 hectare de terrain par vache. D'accord. Donc, on sait qu'elles vont donner un lait merveilleusement floral, complexe. Voilà. Je crois, c'est bien ça, vive le Mont-d'Or. Mais oui, c'est bon. Français. Mais les Suisses, ils ont prévu quoi, les Suisses? Les Suisses font en fait le même fromage, car en fait, ils ont repris la recette. En 1871, c'est les soldats de l'armée. C'est pas le contraire. Hein. Voilà, c'est les on leur en a appliqué beaucoup aussi. C'est les soldats de l'armée de Bourbaki qui ont ramené la recette du Mont-d'Or en Suisse, et ils ont commencé à produire le même fromage. Ouais. Et ils étaient commercialement un peu plus forts que les Français, et il y avait un grand essor en fait de Mont-d'Or ou Vacherin Mont-d'Or suisse qui a été arrêté de manière abrupte dans les années 80, entre 83 et 85, avec un gros problème de listériose en Suisse. On a même appelé ça le fromage qui tue. Donc ils sont passés au pasteurisé, c'est et ça? Ils ont dû arrêter la production pendant 1 an et redémarrer en 1988 en lait thermisé. Et donc, c'est ça la lait grande... thermisé, pasteurisé, c'est quoi, différence de température? 55 degrés pour la thermisation et 72,3 pour la pasteurisation. Bon, c'est un moindre mal, bon, vous allez me dire, bon. Oui, mais c'est vrai qu'on a quand même plus du lait cru. Oui. Mais ils en ont toute l'année, non? Mais donc ça veut dire ils ont commencé le 16 septembre. Okay. D'accord. Mais donc ils ne produisent plus du tout au lait cru, ce fameux Vacherin Mont-d'Or suisse. Non, absolument pas. Ouais. Et donc ça, c'est la première grande différence. La deuxième différence, c'est que l'affinage est un peu différent. Les Suisses affinent dans des plus grands endroits. Ouais. Donc ils affinent aussi un peu plus chaud. Ça donne des fromages un peu plus typés également. D'accord. Donc, si on doit aller sur les conseils, on irait sur quel type de fromage français, suisse, et à quel moment de la saison, puisque la saison court quand même de septembre à mai, si je vous ai bien suivi. J'imagine que la qualité du lait évolue aussi en fonction de la traite en hiver. Eh bien, on va avoir des fromages maintenant, des fromages qui sont encore assez doux, pas très typés. Quand on va plus vers l'hiver, les vaches ont déjà plus longtemps des aliments, du foin, donc plus des herbes fraîches. Ouais. Et donc, ça va donner des fromages plus typés. D'accord. Donc, au plus on va vers la fin de la saison, au plus les fromages vont être typés. Voilà pour les bons conseils sur ce célèbre Mont-d'Or, le Mont-d'Or pour le franc-comtois et le Vacherin Mont-d'Or pour les Suisses. Mais c'est extraordinaire. On a bien retenu, hein? Non, puis surtout... Bon, Carlo, et vous les dégustez comment, vos petites boîtes de Mont-d'Or? D'abord, le Mont-d'Or, c'est un fromage qui n'aime vraiment pas le froid. Non. Donc, il faut le sortir. À température ambiante. Alors évidemment, c'est très bon comme ça, juste à la cuillère sur le pain. Mais sinon, évidemment, la fameuse boîte chaude. Alors moi, j'ai un souvenir, j'arrive plus à me souvenir du restaurant, mais à Morzine, on est juste en face, de l'autre côté, côté Alpes. Donc on fait des boîtes chaudes et alors on les sert avec des quartiers de pommes de terre confits au beurre. C'est-à-dire que là, il faut prendre un peu son temps. Vous faites les pommes de terre en quartier et c'est pas que vous faites sauter les patates comme de manière violente et non, vous concentrez un petit peu. Vous allez faire chaque patate sur les 3 faces sur les 3 côtés de son quartier jusqu'à ce qu'elle soit vraiment confite dans le beurre. Quand c'est vraiment confit avec une jolie croûte et que c'est moelleux à l'intérieur, vous mangez en même temps les patates et le fromage et après... Moi je rajouterais un peu d'ail là-dedans. Peut-être. Ah ouais, non. Peut-être, mais ouais, ah non. Qu'est-ce que j'ai dit? J'aime l'ail dans la fondue. C'est vrai. J'aime l'ail dans la fondue, mais le Mont-d'Or a des parfums quand même assez délicats. C'est très délicat en bouche. C'est très délicat. Ça, oubliez, c'était une très mauvaise idée. Non, Sophie, vous avez... Mais un petit peu de vin jaune. Ah oui. Ah, voilà. Un petit peu de vin blanc. Ça, oui. Et donc, évidemment, on en parlait hors antenne avec Julien, on avait les mêmes souvenirs. Ouais. La poêlée de Champy avec le Mont-d'Or. Oh là là. C'est trop bien. Et ça, c'est le moment. Bon, mais c'est bon. Maintenant. Alors voilà, Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est ne pas le manger chaud.
Le manger froid, par exemple, quand il est juste coulant, et ça, vous le servez avec un champagne brut, c'est un accord magnifique. Magnifique. Oui, mais là, c'est carrément péché. Mais non. Mais c'est péché, cette émission. Péché de gourmandise. C'est que du bonheur. Pas. Et ça se passe uniquement sur la première, Bien tous les sûr. samedis, 11h midi. Ben voilà, il est déjà l'heure de nous quitter. Vous savez ce que je vais faire? J'ai acheté mon petit Mont d'Or, là. Chez vous. Je vais passer chez vous. Vous êtes ouvert aujourd'hui, Julien Hazard? Comme tous les samedis? Absolument. Oui, bah alors je viens. Donc, Julien Hazard, rue Van der Kinderen, en région bruxelloise. Mais il y a bien d'autres formidables fromagers à travers notre pays. On se retrouve évidemment la semaine prochaine, car nous parlerons de l'art de la rôtisserie et de la qualité de nos blés en 2016. C'est pas folichon, avec une réalisatrice qui vient de réaliser un documentaire absolument passionnant. Elle sera avec nous à l'occasion du festival alimentaire. Julien se retrouve quant à vous le mois prochain en compagnie, vous allez aimer, Luana Belmondo. Elle sera avec nous et donc on parlera de fromages italiens, notamment du mascarpone et du pecorino. Ça vous va? Le pecorino, c'est tout un programme. Voilà. Les amis, à suivre, les infos, la météo est transversale et on se retrouve en grande forme samedi prochain. Ciao, ciao, ciao. La première, podcast.